Emmanuel Macron prend la parole, Patrick. Aujourd'hui en Roumanie. Je suis très heureux, en effet, d'être tout sur la base MK ici, à l'invitation de Monsieur le Président Klaus Iohannis pour cette visite aux armées. Ce déplacement intervient, le Président vient de le rappeler, dans un contexte extrêmement grave que nous connaissons tous, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, qui se déroule tout près d'ici. J'ai pu, hier soir, ce matin, rencontrer les soldats français qui participent depuis février à la réassurance de la Roumanie. J'ai décidé de ce déploiement le 19 janvier, dans son principe, pour témoigner de la pleine solidarité de la France envers ses alliés européens face aux menaces sur notre sécurité commune. Et je remercie la Roumanie d'avoir accepté que la France prenne la responsabilité de nation cadre de l'OTAN sur son territoire. C'est un signe de confiance, le reflet de l'étroitesse de notre partenariat stratégique. Je veux aussi remercier nos armées qui se sont déployées avec une réactivité inédite entre la décision formelle et la fin de leur déploiement, quelques jours à peine. Ce qui est le signe de la réactivité, de la crédibilité des armées françaises dans le cadre de l'OTAN à l'égard d'un pays ami dès que la menace survient. Cette procédure, pour la première fois, avait été utilisée et nous avons montré, vous avez montré, que vous étiez à la hauteur. Et j'en suis fier et reconnaissant. Je sais que les soldats arrivés au mois de février auront bientôt à retrouver leur montagne et je veux à nouveau les remercier et remercier les successeurs qui, arrivant de Castres depuis quelques jours pour les premiers d'entre eux, viendront les relever et continueront de se déployer. Je vais en tout cas vous dire, Monsieur le Président, que nous sommes fiers d'être ici, heureux de la mission qui s'est parfaitement accomplie dans cette première phase et heureux de la poursuivre à vos côtés et aux côtés de l'ensemble des armées alliées ici présentes. Et je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des contingents et des nations que nous avons croisés à l'instant et qui permettent de sécuriser pleinement la Roumanie et ce faisant le flanc oriental de l'Europe et de l'OTAN et avec lesquels le travail est quotidien pour nos soldats. La Roumanie n'est pas pour la France un pays comme les autres. L'alliance entre nos deux pays s'appuie sur une amitié de 2 siècles. Nous l'avons évoqué ensemble. Et à plusieurs reprises, face à des crises mettant en jeu sa sécurité, la Roumanie a su compter sur la fraternité de la France. Et je suis fier que nous puissions ensemble prolonger cette histoire. Pour aller plus loin, nous souhaitons continuer d'avancer. D'abord sur le plan bilatéral. Nous travaillons à la demande des autorités roumaines à un ambitieux partenariat de soutien aux forces navales roumaines. Le gouvernement et nos ministres présents ont pu s'entretenir, acter des documents cadres et sur le plan politique et militaire, nous souhaitons renforcer ce lien. Évidemment ensuite dans le cadre de l'OTAN, puisque c'est dans ce cadre que la France est présente sur le territoire roumain, avec la contribution d'autres alliés dont je saluais la présence à l'instant, avec bien sûr l'appui des forces armées roumaines, le dispositif actuel va monter en puissance. Le prochain sommet, auquel nous serons l'un et l'autre dans quelques jours à Madrid, confirmera cette ambition. C'est une preuve de plus de notre unité pour écarter toute menace militaire sur le flanc est de l'Union européenne et de l'OTAN. Et puis enfin, dans le cadre européen aussi, cette amitié prend une tournure toute particulière. Vous avez rappelé la communauté de vues qui est la nôtre, Monsieur le Président, quand il s'agit de l'approche politique à l'égard de l'Ukraine, du dossier des Balkans occidentaux et tout particulièrement des discussions en cours entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et la présidence française, vous le savez, y est tout particulièrement engagée et les prochaines heures seront décisives. Qu'il s'agisse aussi de l'accession à Schengen, nous avons l'occasion d'en parler et je souhaite que nous puissions avancer sur ce dossier et
poursuivre l'effort commun que nous menons depuis tant d'années, la France est à vos côtés et nous souhaitons ensemble faire avancer les choses. La boussole stratégique que nous avons adoptée a été renforcée pour prendre en compte la menace croissante en mer Noire et elle illustre pleinement vos préoccupations, nos préoccupations et ce partenariat. Et nous sommes engagés avec nos amis roumains aussi dans le soutien à l'Ukraine sous toutes ses formes, politiques, humanitaires, financières, militaires. Parce que là aussi nous partageons la même condamnation sans appel de l'agresseur, comme le montre le train sans précédent de sanctions adoptées par l'Union européenne contre la Russie. Et nous poursuivons les mêmes efforts pour assurer notre indépendance énergétique, construire notre défense commune et œuvrer, vous l'avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, à améliorer aussi la sécurité alimentaire, pas seulement des Européens, mais du reste du monde dans le contexte que nous connaissons. Sur tous ces sujets, nous avançons ensemble. J'ai pu également et enfin m'entretenir avec le président Iohannis sur la proposition de communauté politique européenne que nous souhaitons faire progresser et qui a vocation justement, au-delà de notre union, de nos coopérations bilatérales, à structurer sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan énergétique et des infrastructures, notre continent et au fond tous les États qui ont une communauté de géographie et de valeurs. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais rappeler en disant à nouveau à Monsieur le Président, cher Klaus, l'amitié de la France pour votre pays, le soutien indéfectible et notre présence dans la durée, aussi longtemps que votre sécurité sera menacée. Merci Klaus, merci Président. Merci, cher Emmanuel. Merci. Alors, voilà pour la déclaration du chef de l'État qui va maintenant, avec son homologue roumain, répondre à quelques questions. Et dès qu'il y aura une question pour Emmanuel Macron, évidemment, nous écouterons sa réponse, d'autant qu'il devrait s'exprimer aussi sur la situation française. Je rappelle que nous sommes entre deux tours d'élections législatives. Patrick Sauce, un mot sur la déclaration donc d'Emmanuel Macron. Bon, voilà, il n'y a pas de déclaration fracassante. Pour le coup, il y a une petite répétition par rapport au discours d'hier. C'est bien, les téléspectateurs du soir ne sont pas forcément ceux du lendemain matin. Absolument. Mais sur encore une fois la fierté, c'est vraiment le fait, la rapidité de cette force. Encore une fois, le 7e bataillon de chasseurs alpins, il a eu 2 jours pour aller sur place. Et désormais, oui, disons-le, une conférence de presse, lorsque ça se passe dans un pays étranger avec un président qui est accueilli, il y a d'abord une question roumaine et on connaît les questions françaises, notamment sur l'avenir. Notre position, la position de la France et de l'Europe est claire depuis le premier jour. D'abord, tout faire pour l'empêcher, ce à quoi nous avons œuvré. Ensuite, sanctionner de manière claire et unie la Russie, que nous avons dès le premier jour désignée avec clarté comme étant le responsable de cette guerre et de ce qui est une faute morale, politique et historique. Et je suis fier que sous cette présidence française, nous ayons su maintenir constamment l'unité des Européens et que nous ayons décidé vite et fort le premier paquet de mesures de sanctions et que depuis le début du conflit, nous ayons pris 6 séries de sanctions successives inédites jusqu'à la dernière sanctionnant la quasi-totalité du pétrole russe. Ensuite, avec beaucoup de clarté, nous avons et nous continuons de soutenir l'Ukraine pour l'aider à se défendre et à se battre, pour l'aider sur le plan économique et financier, pour l'aider sur le plan humanitaire, et nous continuons d'accueillir sur le sol européen, qui, je le rappelle, est le premier espace au monde qui les accueille, des réfugiés fuyant la guerre. Telle est la position de la France et de l'Europe, sans aucune complaisance, mais nous voulons bâtir la paix. Ce qui veut dire qu'à un moment, nous souhaitons tous que le feu cesse et que les discussions reprennent. Et j'ai simplement, par cette formule, en lien d'ailleurs constant avec le président Zelensky, et comme il l'a lui parfaitement compris, redit que nous, Européens, nous partageons un continent. Et la géographie est têtue. Il se trouve que au bout de celui-ci, la Russie continue d'être là. Elle est là aujourd'hui, elle était là hier, elle sera là demain. Et la Russie est une puissance dotée.
Et donc je n'ai jamais partagé les propos qui consistaient à dire qu'aujourd'hui nous ferions la guerre au peuple russe et que demain nous voudrions l'anéantir, puisque c'est ce qui s'est parfois dit. Non. Parce qu'à un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie. Et nous serons, nous Européens, autour de cette table, apportant qui les garanties de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. C'est ça la réalité des choses. Et c'est ce principe-là que j'ai simplement rappelé. À un moment donné, cela viendra. Et donc, tout propos excessif ne permettront pas à ce moment de venir. Or, il en va aussi de notre avenir. Clarification, une fois encore, Sylvie Bermann, sur la fameuse phrase d'Emmanuel Macron qui est énormément commentée dans le monde d'ailleurs, hein, pas seulement en Roumanie, puisque en c'est Roumanie, une question voilà. d'un journaliste roumain. Il ne faut pas humilier la Russie, etc. Et le président rappelle que il faut préparer la suite. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il n'a pas repris cette formule aujourd'hui, mais ce qu'il dit depuis le début est très clair. C'est-à-dire que dans un premier temps, la France, l'Europe aide l'Ukraine à se défendre et nous souhaitons qu'elle puisse le faire puisqu'elle est en état de légitime défense. Il parle de guerre, d'agression. Mais évidemment que la diplomatie reviendra un jour et qu'il faudra négocier. Et on négocie avec ses ennemis, ses adversaires. On négocie pas avec ses amis. Et donc, il faudra négocier avec la Russie et il considère que c'est pas la peine, effectivement, d'utiliser des formules ou provocatrices ou insultantes, ce qui est finalement une position de bon sens. Je salue Manon Aubry qui nous a rejoint, qui est députée européenne. Bonjour. La France Insoumise, bonjour, députée européenne, donc est pas directement concernée par le scrutin des législatives. Je fais campagne pour la NUP. Absolument. Je ne suis pas candidate. C'est ce que je voulais dire, pardonnez-moi. Je reste députée européenne. François Patria est avec nous également, sénateur de la République en marche de la Côte d'Or. Vous l'avez compris, on écoute l'intervention du chef de l'État qui à tout moment d'ailleurs peut reprendre la parole et puis ensuite nous aurons un débat ensemble consacré à ces législatives. Écoutons peut-être. Vous irez demain ensemble dans la capitale ukrainienne, comme le dit une partie de la presse européenne. Et quelles étaient selon vous les conditions à réunir pour pouvoir vous rendre en Ukraine et quelles avancées attendez-vous de ce déplacement le jour où vous l'effectuerez? Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre question. J'aurai à la fois réserve et prudence pour être explicite sur les sujets logistiques d'un point de vue politique. Je considère que nous sommes en train de converger pour aujourd'hui avoir des discussions d'une nature nouvelle avec l'Ukraine. D'abord pour continuer l'effort d'équipement, de coopération, et l'effort financier qui doit prendre une nouvelle teneur. Ensuite, le président l'a évoqué, nous sommes dans un contexte où il nous faut parachever des discussions importantes pour pouvoir sortir les céréales du sol ukrainien. Et enfin et surtout, je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques, nous, Européens, nous, Union européenne, clairs, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois. Le faire en prenant en compte la nécessaire unité des Européens, c'est tout le travail qui est le nôtre depuis plusieurs semaines, et de le faire avant un Conseil européen qui aura à prendre des décisions importantes à cet égard. En le faisant en regardant en effet l'Ukraine, l'effort qu'elle mène, l'importance de lui envoyer un message de soutien dans ce moment critique, de considérer la situation de la Moldavie voisine où je me rendrai dans quelques instants, qu'il nous faut soutenir parce qu'elle est elle-même déstabilisée par des mouvements politiques séparatistes et par un grand nombre de réfugiés qu'elle accueille avec beaucoup de générosité sur son sol, avec l'aide de beaucoup d'ONG. Plusieurs humanitaires m'accompagneront et je veux les en remercier. Et en prenant en compte aussi les effets qu'il y aura sur la région des Balkans occidentaux, le président Iohannis l'a parfaitement rappelé, qui sont pour certains engagés depuis plusieurs années dans un tel processus. Et région qui peut elle aussi être déstabilisée par tout mouvement. Vous le voyez, au fond, aux portes de notre Union européenne,
se joue une situation géopolitique inédite. Donc oui, pour toutes ces raisons, le contexte politique et les décisions que l'Union européenne et plusieurs nations devront prendre justifient de nouvelles discussions en profondeur et de nouvelles avancées. Alors, vous l'avez compris, le président de la République refuse de confirmer une éventuelle visite Un indice. À Kiev. Tout de même, en fait, ce qui se joue en ce moment est évidemment politique. Le soutien militaire va se poursuivre et il n'y a pas besoin d'une visite d'un président français ou d'un chancelier allemand, comme il se dit aussi, pour cela. En revanche, il y a un calendrier politique avec l'acceptation du statut de candidat à l'Union européenne de l'Ukraine. Nous avons un Conseil européen qui se tient à Bruxelles les 23 et 24 juin. Emmanuel Macron vient de dire qu'il faudra envoyer ce signal politique aux Ukrainiens avant ce Conseil européen, donc avant le 23 juin. Y aller tout seul, voire avec l'italien et l'allemand en tant que grande puissance qui montre des muscles, ça risquerait de froisser un peu de monde. Voilà pourquoi il est resté un peu... À laquelle j'ai répondu en détail. Et je pourrais simplement vous dire que dès le premier jour, la France a été claire pour dire que la Russie était l'agresseur et qu'elle menait une guerre contre l'Ukraine et son peuple et ne respectait ni l'intégrité territoriale ni la souveraineté de l'Ukraine. Et donc nous l'avons condamné avec beaucoup de fermeté dans toutes les enceintes internationales. Nous avons pris immédiatement des mesures et sanctionné. Donc oui. Mais la difficulté dans laquelle nous sommes tous plongés, nous l'avons longuement évoqué avec le président Iohannis, c'est que nous dénonçons, nous sanctionnons, nous soutenons les Ukrainiens pour qu'ils se battent. Mais enfin, ayons la lucidité de constater que nous ne faisons pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Et donc, la seule issue souhaitable du conflit est soit une victoire militaire de l'Ukraine, soit à un moment une discussion, parce que le feu aura cessé, qui permet un accord entre l'Ukraine et la Russie. Donc à un moment, il faudra parler. Voilà, c'est ce que je dis. Je crois que ça relève du bon sens. Je suis toujours frappé de voir qu'il y a une forme d'escalade verbale, alors même qu'on n'en tire pas toutes les conséquences. Moi, j'essaie d'être cohérent entre le terrain et ce que je dis. Alors, le président roumain risque, en fait, non, pas, va prendre la parole à son tour pour répondre à cette question et pour préciser la position de la Roumanie. Et on nous a expliqué qu'il y aurait 4 questions. Il y en a déjà eu 3. Et la 4e question devrait être une question de politique intérieure pour Emmanuel Macron, et donc son avis sur ce second tour des législatives. Est-ce que vous voulez dire un mot, d'ailleurs, Manon Aubry, de la réponse française et de la position française sur l'Ukraine, qui a été rappelée il y a quelques instants par Emmanuel Macron? J'ai pas de désaccord profond avec ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il rappelle que la seule issue à un conflit aussi grave que celui-là, c'est la diplomatie. Et évidemment que la Russie est l'agresseur, mais c'est avec la Russie qu'il faudra dialoguer pour à la fin arriver à un cessez-le-feu. C'est les bases de la diplomatie. Je regrette néanmoins le timing de cette visite, qui est utile à n'en pas douter, mais une visite qui aurait pu avoir lieu il y a plusieurs semaines. Vous savez comme moi, qu'on est dans un entre-deux tours d'une élection avec une campagne qui est très courte, qui dure 5 jours, et on a un président de la République tel un chef de guerre qui se met en scène sur le tarmac, déjà à son arrivée hier, y compris en parlant de politique nationale dans un déplacement international, ce qui provoque, je pense, un conflit des genres. Et je crois que personne n'est dupe de l'instrumentalisation malheureuse qui est faite, parce que c'est un conflit qui est évidemment extrêmement grave et sur lequel il y a encore beaucoup à faire, tant en termes de sanctions vis-à-vis de la Russie que de protection des civils en Ukraine. Vous voulez dire qu'il recherche l'effet drapeau, comme on dit? Bien sûr. L'effet drapeau qui est connu, qui a déjà été fait avec un style à la Trump. Évidemment qu'il y a à la Trump.
Oui, ça a déjà été fait plein de fois et de nouveau sur le fond, moi je suis pas ici pour vous dire que Emmanuel Macron a tort du début à la fin sur la guerre en Ukraine. La situation est bien trop grave, mais dans le même temps, je regrette que on ne puisse pas faire campagne sur les enjeux de politique qui nous occupent. On va déterminer ce dimanche la politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Le président de la République est en passe de ne pas obtenir la majorité, justement, et on le voit tel un chef de guerre sur le tarmac. Écoutons cette nouvelle question. Vous exprimant vous-même depuis le tarmac de l'aéroport, quelques minutes avant de prendre l'avion pour vous diriger sur cette base, en appelant les Français à vous donner une large majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un mélange des genres, comme cela, d'utiliser votre casquette de chef des armées? C'est ce que vous reprochent vos adversaires, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, qui voit une sorte de mépris à l'égard du peuple français. Je le cite. Merci. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Et j'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français. Je ne le ferai pas depuis l'étranger. Mais je pense que être président de la République, les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions en m'élisant à nouveau il y a quelques semaines. C'est être aussi chef des armées, c'est être à la tête de notre diplomatie, porter la voix de la France. Nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union européenne. Je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité, et je le combats avec force. Mais c'est pleinement mon rôle que de venir aux côtés de nos soldats, que de venir aux côtés de nos alliés et de préparer les décisions de ce qui sera le dernier Conseil sous présidence française dans quelques jours. Avant aussi un sommet de l'OTAN et un G7 dont l'agenda sera important. Voilà. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité. Parce que je pense que notre pays a besoin de clarté et de sérénité aussi. Voilà la réponse. Bon, François Patriat aux critiques. C'est vrai que depuis hier et depuis ce fameux discours d'Orly, beaucoup de critiques. Alors, on est en pleine période électorale. On va dire que c'est un peu le jeu aussi de l'opposition. J'assume tout, dit le président de la République. Il a raison. Il a raison. Pourquoi ces vaines critiques? Pourquoi ces critiques inutiles? Quel qu'ait été le moment que choisit le président pour s'exprimer, on aurait trouvé que c'était pas le moment où il y avait une critique. Bon, il y en a une aujourd'hui. Le président, vous savez, bon, on s'étonne que le président appelle à avoir une majorité et ça choque tout le monde. Ça en choque beaucoup. Le jour où Jean-Luc Mélenchon, le lendemain de la présidentielle, a dit « Élisez-moi Premier ministre », ça n'a choqué personne. Pourquoi? Quand le président s'exprime logiquement en demandant demain à avoir de la cohérence, à avoir de la stabilité dans ce pays, à éviter le désordre, à gérer le pays vers le progrès, vers le travail et vers moins d'impôts, s'il le demande comme tel, en quoi ça peut aujourd'hui choquer les gens? C'est une manœuvre, c'est à la Trump, etc. Aujourd'hui, le chef de l'État, d'abord, il s'exprime quand il veut, sur le territoire français. Il a l'habitude, le président, d'être un peu disruptif dans ses choix de prise de parole. Il l'a fait une fois de plus, mais avec beaucoup de sérénité et je crois avec beaucoup de clarté. Manon Aubry. Évidemment, vous doutez bien que je vais être en désaccord avec ça. On a quand même un président de la République qui instrumentalise une guerre aussi grave qu'aujourd'hui et dit « je ne réponds pas à des questions sur la politique française, mais ». Et vous avez bien vu que dans le mais et la fin de sa phrase, il a quand même réussi à inclure un mensonge qui est répété à l'envi par tous les porte-paroles de La République En Marche depuis une semaine, parce que c'est la seule manière dont ils font campagne en disant que nous sommes pour la sortie de l'Union européenne. Eh bien, il y a marqué noir sur blanc dans notre programme que nous ne voulons pas la sortie de l'Union européenne, mais en revanche, oui, nous remettons en cause certaines règles européennes, comme la règle des 3% de déficit, qui va faire que ce gouvernement va couper de 80 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat, d'ici 2027, dans les dépenses publiques, notamment à l'hôpital, qui est déjà à l'agonie, ou alors augmenter des impôts injustes comme la TVA. Et donc, ce que je vois en réalité, c'est un président de la République et une majorité qui est en panique. Vous avez vu les derniers sondages, ils ne donnent plus de majorité absolue à La République En Marche. Et si vous prenez l'écart de fourchette, vous êtes à une quarantaine de sièges d'écart entre la NUP et La République En Marche et le groupe Ensemble. Et en 2017, en réalité, la majorité a eu 50 sièges de moins que ce que donnaient les sondages. Donc oui, c'est possible. C'est possible non seulement
que Ensemble n'est pas la majorité absolue, mais c'est aussi possible que la NUP passe devant. Et je crois que cette espèce de panique qui est en train de prendre Ensemble illustre la peur qui est en train de monter. Et si on remet ça aussi un peu dans le contexte, il y a eu de nouvelles révélations sur le ministre Abad hier par Mediapart, qui démontrent que le ministre est l'objet de nouvelles révélations de femmes qui ont été victimes de viols, donc des allégations qui sont extrêmement graves à l'encontre d'un ministre qui est maintenu toujours dans ce gouvernement. Je me souviens quand même d'Elisabeth Borne qui disait s'il y a de nouvelles révélations, nous en tirerions toutes les conséquences. Eh bien, je vous demande, est-ce que ce ministre va être confirmé au gouvernement et est-ce que toutes ces affaires qui s'accumulent font aujourd'hui la crédibilité de ce gouvernement? François Patria et Manon Aubry continuent de débattre dans un instant. Restez avec nous sur BFM TV. Je voudrais autant de temps là.